Alastor, le démon de la radio, le favori des fans, le personnage le plus populaire de la série, celui qui fait fantasmer la moitié du fandom est le pire personnage d'Azbin Hotel. Oui, je l'ai dit, c'est le pire personnage de l'œuvre de Viviane Medrano. Quelle indignité. Mais attendez 2 secondes. Avant que vous ne cliquiez furieusement sur le bouton dislike, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'un personnage est le pire personnage? Est-ce parce qu'il est mal écrit? Parce qu'il est le moins intéressant ou le plus problématique? Ou tout simplement parce que c'est le plus parfaitement dérangeant? Ok, aujourd'hui on va parler de race, de classe sociale et de contrat social, de narcissisme et de manipulation. On va plonger dans les années 30 de la Nouvelle-Orléans, dans les stéréotypes raciaux du vaudou et dans la psychologie d'un tueur en série devenu démon tout-puissant. Et croyez-moi qu'à la fin de cette vidéo, quand je redirai cette phrase qu'Alastor est le pire personnage d'Azbin Hotel, vous comprendrez et vous serez totalement d'accord avec moi sur le fait que ce soit probablement le plus grand compliment qu'on puisse lui faire. Donc, commençons par le commencement. Avant d'être le démon de la radio, Alastor était un homme. Un homme noir, ou plus précisément un créole métis dans la Louisiane des années 20-30. Et déjà, il faut qu'on parle de quelque chose d'essentiel. Cet homme n'aurait jamais dû exister tel qu'il était. La Nouvelle-Orléans de cette époque, c'est l'après-guerre mondiale. C'est l'époque du jazz, de la prohibition et du speaky cheesy. C'est l'âge d'or si vous êtes blanc. Mais si vous êtes noir ou métis, c'est l'époque des lois Jim Crow, de la ségrégation raciale institutionnalisée et du triple K, je vais éviter de dire le terme complet, histoire de monétisation, tu connais, qui paradait ouvertement dans les rues. Et c'est là, dans cet environnement et cette poudrière sociale, qu'Alastor naît. Il naît dans une famille créole. Les créoles de Louisiane, c'est une communauté complexe, un mélange de français, d'africains et parfois d'espagnols, voire même de natifs américains. Dans cet environnement, certains gens de couleur étaient dits gens de couleur libres, donc qui possédaient des biens et qui étaient éduqués. Mais avec le durcissement des lois raciales après la reconstruction, cette position privilégiée s'est effritée. Puis arrivent les années 30, un événement que tu as sûrement entendu parler dans tes cours d'histoire, le crash, la Grande Dépression. L'économie s'effondre et les Blancs perdent leur travail. Alors imaginez les Noirs. Le chômage, la faim, la misère, les rêves meurent plus vite que les gens. La ségrégation noir-blanc est à son paroxysme et le racisme atteint des pics inimaginables. Et c'est dans ce chaos structurel qu'Alastor réussit quelque chose de quasiment impossible. Il réussit quelque chose d'extraordinaire. Il devient animateur de radio. Imagine un peu le contexte. À une époque où les Noirs n'avaient pas le droit de boire dans les mêmes fontaines que les Blancs, cet homme à la peau noire métissée, plutôt métisse pour être plus exact, obtient un job où sa voix est diffusée dans des foyers de Blancs. Comment, dans une société où le racisme atteint des pics inimaginables, un homme noir a-t-il réussi à décrocher un job privilégié? Eh bah parce que, comme le dit la série, son visage est fait pour la radio. Et c'est une phrase terrible quand on y pense, elle signifie que sa voix est assez blanche pour être méconnaissable, mais que son visage trahit ses origines, et c'est du racisme à peine déguisé. On est donc là face à un schéma social qui m'évoque fortement celui de TAC et de foot de rue, dont j'ai fait la vidéo que tu trouveras dans la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran ou en description de cette vidéo. Vidéo dans laquelle j'explique comment Tag, un jeune gamin de banlieue, ne sombre pas dans la drogue et toutes les délinquances des jeunes de quartier que les médias nous présentent pour pouvoir trouver son réconfort et sa construction sociale dans les liens amicaux, mais surtout dans le football, et plus précisément le foot de rue. Et où plus précisément j'y parle du fameux contrat social. Cette idée de Jean-Jacques Rousseau selon laquelle la société te dit si tu suis les règles, tu travailles dur et que tu es un bon citoyen, en échange, tu auras ta place, ta sécurité et ta dignité. En gros, la fameuse méritocratie que nous promet l'État. Mais pour certaines personnes, pour certaines classes sociales, ce contrat est mensonger et ce dès le départ.
Tu peux suivre toutes les règles, travailler dur et même 10 fois plus dur que certains, être 10 fois plus talentueux et quand même être rejeté pour ta couleur de peau, tes handicaps, ton quartier, ta condition sociale, voire même ton nom de famille à consonance un peu trop, j'ai envie de dire, irrégulière, si tu vois ce que je veux dire. Et Alastor, c'est exactement ça. C'est l'homme qui a compris que le contrat social n'était qu'une pure arnaque, qu'il pouvait être charmant, éduqué, talentueux, et que la société le verrait quand même comme un N-word, j'ai pas envie de le dire, ma monétisation. Allez, comme un qui devait rester à sa place. Alors il a décidé de briser ce contrat, complètement, définitivement, et surtout, violemment. Et la suite, vous la connaissez, il est devenu tueur en série. Pas par folie, pas par hasard, mais par choix philosophique. Si la société refuse de reconnaître son humanité, alors pourquoi traiterait-il ses membres comme des humains? Et là, c'est quelque chose de fondamental parce qu'Alastor n'est pas un monstre qui est né monstre. C'est un monstre que la société a créé en refusant systématiquement de l'intégrer pleinement. Et voici ce qui le rend fascinant, c'est que même après sa mort, même après être devenu l'un des démons les plus puissants des enfers, il conserve les codes de la politesse bourgeoise, le sourire permanent, les bonnes manières et le charme old school. Parce que ce qu'Alastor a compris, c'est que le vrai pouvoir, ce n'est pas de rejeter les codes de la civilisation, c'est de les maîtriser parfaitement, puis de les utiliser pour détruire ceux qui les ont imposés. Il sourit en tuant parce que c'est exactement ce que la société lui a appris. Sourire pendant qu'on te poignarde, avoir un sourire de façade. Tout ceci nous apprend un truc, c'est que même dans la mort, Alastor a toujours compris le concept du contrat et du pacte. Et c'est d'ailleurs ça l'ironie la plus dramatique lors de sa mort. Après avoir passé un pacte avec un démon puissant, j'ai nommé Rosie. Alastor utilise le vaudou, ou plutôt il utilise ce qu'Hollywood appelle vaudou, une version fantasmée, diabolisée et complètement déformée du vaudou haïtien et des pratiques créoles réelles. Vivienne Medrano, alias Vivzi Pops, fait face à des accusations sérieuses, perpétuer des stéréotypes racistes en associant un personnage noir créole avec de la magie noire et du cannibalisme. Dans le fandom, cette question divise. Certains disent que c'est juste un personnage de fiction dans une série sur l'enfer, donc calmez-vous, et d'autres sont plus virulents et l'accusent d'être la énième fois qu'Hollywood associe les Noirs à la sorcellerie primitive et à la sauvagerie. Et c'est là où moi, Aramis, j'aime beaucoup vous voir vous tirer des balles dans les pieds sur internet, parce qu'en réalité, c'est très intéressant. Les deux camps ont raison. Oui, c'est un stéréotype raciste et problématique, c'est vrai. Le sorcier noir vaudou qui pratique de la magie noire et qui mange de la chair humaine, c'est un trope raciste qui vient directement des films d'horreur des années 30-40, les mêmes années où vivait Alastor. D'ailleurs, dans des films comme White Zombie de Victor Alperin, sorti en 1932, on construit cette image du vaudou comme quelque chose de maléfique, de primitif, d'africain dans le sens péjoratif. Car le véritable vaudou haïtien, c'est une religion complexe née de la résistance des esclaves. C'est un syncrétisme entre les croyances africaines Yoruba et le catholicisme imposé par les colonisateurs. Les Loa, donc les esprits vaudous, ne sont ni bons ni mauvais, ce sont des forces naturelles. Il n'y a pas de magie noire dans le vaudou authentique, pas plus que dans le christianisme ou l'islam d'ailleurs. Or, Alastor n'utilise pas le véritable vaudou. Il utilise une version hollywoodienne, stéréotypée et exagérée. Et tout ceci, ce sont ce qu'on appelle des codes narratifs. C'est tout simplement pour représenter la puissance du gars ou de tout type de magie, ou en tout cas de cette magie, de manière visuelle pour que les non-initiés, donc le public occidental qui n'est pas habitué à ces traditions et ces cultures, puissent avoir une idée faussée, une idée stéréotypée, une idée racialisée, certes, mais une idée quand même, qu'ils comprennent le concept même du vaudou, même si c'est totalement faux dans son explication, mais au moins, pour les moins cultivés, ils savent qu'il y a une culture qui pratique le vaudou. Et pour ma part, je trouve ça encore même plus pertinent dans le cadre d'Alastor. Pensez-y une seconde.
Alastor était un homme noir créole des années 30 qui travaillait dans le divertissement. Il connaissait forcément les stéréotypes que les Blancs projetaient sur lui. Le nègre vaudou, le cannibale africain, le sorcier primitif. Et en devenant le démon de la radio, Alastor a transformé ces stéréotypes racistes en armes. Il a pris l'image que la société blanche avait de lui, le noir terrifiant qui pratique la magie noire, et l'a porté jusqu'à son paroxysme. Et tout ceci, même bien avant sa mort, en scellant un pacte avec un démon par de la magie primitive vaudou ou Rosie. En gros, le concept du show d'Antstel et la psyché d'Alastor nous dit tout simplement que vous voulez me voir comme un monstre à cause de ma couleur de peau, et bah très bien, je vais être le monstre le plus terrifiant que vous n'ayez jamais vu et vous allez regretter de m'avoir mis dans cette case et c'est exactement ce qu'il devient. En arrivant en enfer, il devient l'un des pécheurs les plus puissants. Mais tout ceci commence même bien avant sa mort car de son vivant, il devient l'un des tueurs en série les plus redoutés de la Nouvelle-Orléans. Et c'est le même processus de branding que certains rappeurs utilisent pour jouer avec certains stéréotypes du gangster noir. Les NWA, dans les années 80-90, disent « Vous nous traitez de voyous, ok, on va être les voyous les plus hardcore que vous imaginez. » Booba, en France, avec son image de gangster, nous montre qu'il peut être le plus gros gangster de la culture hip-hop des années 90, 2000, 2010, voire même 2020. Et des exemples comme ça, j'en ai à l'appel, Gazo, NTM et j'en passe. Et en prime, ils vous disent que vous allez payer des millions pour écouter leurs chansons, leurs histoires, leurs albums. Et Alastor fait de même, il fait la même chose. Il performe le stéréotype, mais avec une telle intensité et une telle conscience de ce qu'il fait que ça devient une critique du stéréotype en lui-même. Et c'est là où ça devient réellement compliqué, car ça ne résout pas complètement le problème. Parce que pour quelqu'un qui ne connaît rien au véritable vaudou, ni à la véritable culture haïtienne ou créole, ou qui ne comprend pas non plus le contexte historique, Alastor reste juste un homme noir qui fait du vaudou, un stéréotype renforcé même si l'intention de le subversir est présente. Et c'est précisément là le piège de la représentation. Parce que parfois, ironiser sur un stéréotype ne fait que le perpétuer pour ceux qui n'ont pas la capacité intellectuelle de capter l'ironie justement. Et d'ailleurs, tout cet aspect de construction et de déconstruction sociale justement, j'en parle sur ma vidéo sur One Piece, le plus grand mensonge de One Piece enfin révélé, que tu trouveras dans la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran ou en description de cette vidéo. Alors, est-ce que ça fait que c'est problématique? Oui, ça l'est. Est-ce que c'est fascinant? Oui, aussi. Est-ce que ça fait qu'Alastor est un mauvais personnage? Bah absolument pas, justement, ça le rend plus complexe, plus débattable, plus réel dans sa construction. As-tu déjà entendu parler de la Dark Triade narcissiste? Sinon, tu peux te référencer à ma vidéo sur les psychopathes que tu trouveras dans la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran ou en description de cette vidéo où j'explique à peu près le schéma de pensée d'un psychopathe. C'est-à-dire un personnage qui combine les trois traits de personnalité toxiques, le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Car là, on va rentrer dans l'aspect le plus fascinant d'Alastor, c'est-à-dire sa psyché. Et au début de cette chaîne, justement, je m'intéressais beaucoup à la psyché des antagonistes, donc je t'invite, encore une fois, à aller voir cette vidéo. Alastor a une vision extrêmement grandiose de lui-même. Il se voit comme supérieur à presque tous les autres démons. Quand Vox, un autre overlord, essaye de s'associer à lui, Alastor le traite avec un mépris condescendant. Quand Lucifer lui-même, littéralement le boss des enfers, arrive à l'hôtel, Alastor n'hésite pas à le provoquer. Mais son narcissisme est particulier. Ce n'est pas un narcissisme bruyant, insécure de quelqu'un qui cherche constamment la validation. Bien au contraire, c'est celui de quelqu'un qui est absolument convaincu de sa supériorité et qui n'a besoin que de sa propre reconnaissance en fait, car il est l'alpha et l'oméga en même temps, en tout cas dans sa psyché. La preuve en est que quand Lucifer et Alastor se battent pour l'attention de Charlie, c'est très révélateur. Lucifer est le père biologique, il a le pouvoir cosmique, il est littéralement le roi des enfers. Mais Alastor, il sourit et chante qu'il a été là pour Charlie quand Lucifer n'était pas là. Et le pire, c'est qu'il a raison. Factuellement, il était présent pour Charlie quand son père n'était pas là. Et ça, c'est un coup de maître manipulateur. Il ne dit pas à Lucifer qu'il est plus puissant que lui. Bien au contraire, il dit juste qu'il est plus utile que lui. Il frappe là où ça fait mal,
l'insécurité d'un père absent. Et justement, comme je vous l'ai expliqué sur ma vidéo sur les psychopathes, Alastor manie le machiavélisme à son paroxysme. C'est un maître stratège au long terme. Tout ce qu'il fait sert un agenda caché. Quand il arrive à l'hôtel dans le pilote, tout le monde se demande mais pourquoi diable le démon de la radio, l'un des plus puissants de l'enfer, viendrait aider un projet de rédemption de la princesse des enfers? Princesse des enfers dont j'ai aussi fait une vidéo que tu pourras retrouver dans la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran ou dans la description de cette vidéo. Eh bien s'il est là, c'est parce qu'il y voit son intérêt. Peut-être du divertissement, peut-être une position stratégique ou peut-être un moyen d'échapper à un contrat qui le lie avec Rosie, même si la saison 2 nous apporte plus d'éléments par rapport à ça et on en parlera dans une autre vidéo. Et le plus brillant dans tout ça, c'est qu'Alastor ne cache même pas que c'est un manipulateur. Il le dit ouvertement et tout le monde le sait en fait. Il te dit qu'il te manipule mais avec un tel charme que tu acceptes quand même d'être manipulé. Et c'est exactement ce qu'on disait plus haut dans la vidéo, c'est parce qu'Alastor a compris ce que signifiait un contrat avec une classe supérieure ou inférieure. Il maîtrise les codes sociaux de la bourgeoisie blanche. Mais attention, psychopathie ne veut pas dire tueur fou. En psychologie clinique, ça désigne quelqu'un qui manque d'empathie, qui ne ressent pas de culpabilité et qui a une capacité réduite à former des liens émotionnels authentiques. Tout est dans la manipulation. Et Alastor coche toutes ces cases. Il tue sans remords, il manipule sans culpabilité et même ses amitiés avec Rosie ou Minzy semblent transactionnelles plutôt qu'émotionnelles. Et c'est ça qui fait d'Alastor un personnage vraiment fascinant. Car malgré tout ça, il y a des moments où le masque, il craque. Par exemple, quand Adam brise son bâton dans la saison 1, Alastor fuit et il a une véritable crise de panique. Pour la première fois, on le voit perdre son sourire, hurler sa frustration et montrer sa peur et sa faiblesse. Et ça nous dit quelque chose de capital. Ça nous dit qu'il y a quelque chose de vulnérable sous la façade. Son sourire permanent n'est pas sa vraie nature, c'est un mécanisme de défense, comme on l'a dit plus haut, c'est un masque de façade pour tromper l'entourage dont il est issu dû à ses traumatismes de noir dans une société raciste de blanc. Car comme on l'a dit plus haut, si on revient sur ses origines, c'est un homme métis dans le sud ségrégationniste, devant constamment performer, ne jamais montrer de colère, même face à de l'injustice, sinon tu te fais lyncher. Toujours sourire, toujours être poli, toujours connaître sa place. Et ça, Alastor l'a intériorisé, cette performance. Mais au lieu de l'accepter comme une humiliation, non, le démon de la radio n'est jamais humilié. Il l'a transformé en armure. Son sourire permanent, c'est un fuck à la destinée. Ce karma qui l'a fait naître dans un monde imparfait. Et pour faire un peu de critique sociale, ce masque-là, c'est un masque bien trop souvent porté par d'autres minorités, enfin, minorité c'est péjoratif, d'autres hommes, d'autres cultures ou femmes d'ailleurs, dans notre société actuelle. Ce masque qui dit « Vous ne serez jamais ce que je pense vraiment, vous ne serez jamais si je respecte ou si je planifie votre mort, sans vouloir être morbide ». Et c'est ça, en fait, qui révèle le drame social à travers le personnage d'Alastor. Et donc, avant de parler du contrat social qu'Hasbin Hotel passe avec nous, spectateurs, je vous invite à liker et à partager cette vidéo, ça m'aiderait fortement, et surtout à vous abonner, c'est le plus important, et aussi à suivre mes autres réseaux et à me rejoindre sur le Discord pour parler d'autres thématiques qui pourraient peut-être vous intéresser, en tout cas, tous les liens sont dans la description. Hasbin Hotel pose une question philosophique fondamentale. Est-ce que les méchants peuvent se racheter? Est-ce que même les pires personnages ou les pires personnes méritent une seconde chance? Charlie Morningstar, la protagoniste, nous dit que oui, son projet d'hôtel repose sur cette idée que tout le monde peut changer, que tout le monde mérite une rédemption. Et ça, c'est un contrat social rousseauiste. Si tu fais des efforts, si tu suis les règles, si tu deviens meilleur, alors tu seras récompensé, et dans le cas d'Hasbin Hotel, par le paradis. Mais Alastor incarne le rejet total de ce contrat. Il ne croit pas en la rédemption, ou du moins il fait penser aux gens qu'ils ne croient pas en la rédemption. On abordera aussi ce sujet dans une autre vidéo. Mais en tout cas, il pense que les gens ne changent pas fondamentalement. Il est là pour regarder le spectacle, voir tout le monde échouer et se délecter du chaos.
Et ça, c'est profondément subversif dans une série qui est censée parler de rédemption. Alastor est le personnage qui dit et si le message de cette série était faux, et si certaines personnes étaient juste mauvaises et point barre. C'est la critique nietzschéenne de la morale chrétienne. Nietzsche disait que l'idée du péché et de la rédemption était une invention des faibles pour contrôler les forts, que la vraie vertu était d'embrasser sa nature, même si elle est cruelle. Et c'est pour ça qu'on a bâti les sociétés, pour contrôler les forts déviants qui abusaient des faibles fragiles. Et c'est exactement ce qui rend indispensable ce personnage à la série. Sans Alastor, Azbin serait juste une fable moralisatrice simpliste. Soyez gentil et tout ira bien, ce n'est pas gentil d'être méchant. Mais Alastor introduit le doute. Il pose de vraies questions. Et si Charlie avait tort, même s'il aide de son mieux? Et si l'enfer existait pour une bonne raison? Et si certaines personnes n'étaient pas censées être sauvées? Et ce doute, cette tension, c'est ce qui rend la série intéressante. Sans Alastor, on saurait dès le début que Charlie va réussir. Mais avec lui, on se demande constamment quelles sont ses motivations. Est-ce qu'il va tout faire saboter au projet ou est-ce qu'il va prouver que Charlie est naïf ou est-ce qu'il va réellement tout faire pour qu'elle puisse réussir? Parce que peut-être que lui-même aussi aspire profondément à la rédemption. Et ce type de personnage ne devrait pas être populaire auprès des fans, alors pourquoi Alastor est si populaire? Il est ce qu'on appelle en narration un charisme compétent. Il ne dit pas qu'il est puissant, il le prouve. Il ne prétend pas être intelligent, et il l'est manifestement. Il ne demande pas qu'on le respecte. Il inspire le respect ou la terreur, c'est les deux faces d'une même pièce. Alors, la première chose qui frappe chez Alastor quand on le voit pour la première fois, c'est cette contradiction fascinante entre ses manières raffinées, élégantes et critiquement gentleman et sa nature profonde maléfique. Vivzy Pop a créé un personnage qui brise tous les codes du vilain traditionnel. Non mais regardez-le bien. Costume 3 pièces impeccable, sourire constant, politesse exquise, langage soutenu, Alastor incarne l'élégance des années 30, cette époque où la majeure partie des hommes étaient des gentlemen, où la galanterie envers la gente féminine n'était pas encore considérée comme du patriarcat à outrance et où le savoir-vivre avait du sens. Dans notre monde moderne, où la grossièreté est devenue la norme et où toute action masculine induit automatiquement une déconstruction millimétrée, voire une surexposition médiatique, Alastor nous rappelle une époque révolue de raffinement. Mais voilà le génie. Cette façade parfaite cache un monstre absolu. Alastor ne se contente pas d'être un méchant. Il savoure le mal qu'il fait. Quand il torture, quand il manipule, quand il dévore ses victimes, il le fait avec la même élégance qu'il te prendrait pour te servir du thé. Cette dichotomie crée ce qu'on appelle en psychologie l'effet de dissonance cognitive attractive. Notre cerveau est perturbé par cette contradiction et paradoxalement, cette perturbation nous fascine. C'est comme regarder un accident de voiture. On sait tous que c'est horrible, mais on ne peut pas s'empêcher de ne pas détourner les yeux. Alastor nous force à remettre en question nos préjugés sur le mal et la masculinité moderne. Il prouve qu'on peut être un monstre tout en gardant ses bonnes manières. Et c'est cette sophistication du mal qui nous hypnotise. Il nous fait comprendre la nature profonde de l'homme à l'état bestial. Dominateur, manipulateur, qui cache tout ceci sous le couvert de la bienséance et du sourire. Sujet à traiter dans une autre vidéo d'ailleurs. Mais ce qui rend Alastor vraiment irrésistible, c'est qu'on ne comprend jamais complètement ses motivations. Et c'est volontaire de la part de Vivzy. Tiens, prenez n'importe quelle scène avec Alastor. On ne sait jamais s'il aide vraiment Charlie ou s'il la manipule juste par ses propres intérêts et ses propres fins. Quand il défend l'autel contre les anges, est-ce par loyauté ou par intérêt personnel? Quand il montre de la gentillesse, est-ce authentique ou calculé? Cette ambiguïté constante active notre système de récompense par intermittence. C'est le même mécanisme qui rend les jeux d'argent complètement addictifs. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va gagner, alors on continue à jouer. Et puis il y a ce sourire. Ce sourire permanent qui ne nous dit rien sur sa véritable nature et ses véritables pensées. C'est un masque parfait qui nous pousse à projeter nos propres interprétations. Chaque fan voit dans Alastor ce qu'il veut voir. Un protecteur
un mentor, un ami potentiel, voire même pour certains ou certaines, que sais-je, un love interest. Ce qui fait qu'Alastor revêt un costume de psychopathe qui se marie parfaitement avec notre société actuelle de faux semblants. Et si tu as vu ma vidéo sur pourquoi on aime les psychopathes qui s'affichera en haut à droite de ton écran, tu sais de quoi je parle. Et l'absence d'informations dans la série renforce encore plus le mystère sur son passé. Qui était-il avant de devenir un démon? Pourquoi a-t-il disparu pendant 7 ans? Quel est ce deal qui semble lié à sa montée en puissance? Chaque question sans réponse nous rend plus accros. Quant à l'aspect visuel et sonore, c'est du grand art parce que c'est là où Vivzy Pop a frappé un grand coup. Alastor incarne parfaitement l'esthétique Dark Academia et Vintage Horror qui cartonne en ce moment sur les réseaux sociaux. Son design mélange l'élégance des années 30 avec des éléments horrifiques. Bois de serre, tentacules d'ombre, un sourire inquiétant rempli de dents acérées. Et il va sans dire que cette esthétique rétro crée un sentiment très particulier. La nostalgie d'un passé que nous n'avons jamais connu. On appelle ça l'anémoïa, c'est-à-dire une mélancolie douce et amère pour une époque qu'on n'a jamais vécue mais qu'on idéalise. Dans le cas d'Alastor, son style cartoon années 30 renvoie immédiatement à un âge d'or de l'animation. Les Rubber House Cartoons, comme les premiers Mickey Mouse, Félix le chat ou Betty Boop. Ces dessins animés avec leurs formes simples et leurs mouvements exagérés évoquent un monde naïf, insouciant, presque enfantin. Sauf qu'ici, Alastor détourne complètement ce code. Ce personnage au sourire permanent, aux gestes fluides et exagérés, débarque en enfer. Et c'est ce contraste qui marque un démon qui semble poli, élégant, presque dandy, mais dans un univers damné. Les années 30, malgré la Grande Dépression, sont associées dans l'imaginaire collectif à une certaine classe, une sophistication perdue. Les grands shows radio, les gentlemen en costume 3 pièces, le jazz qui swing dans les clubs en fumée. Alastor incarne tout ça. Un raffinement d'une autre époque mais appliqué à un monstre. Résultat, il déstabilise. Esthétiquement, il rassure presque, comme une icône familière du passé. Mais conceptuellement, il dérange, car ce vernis cache une cruauté insondable. Et c'est cette collision entre nostalgie et horreur qui le rend fascinant. On ne sait pas si on doit sourire ou frissonner. Et ça, très peu de personnages l'ont réussi dans l'animation moderne. Et puis il y a sa voix. Edward Bosco a créé une performance vocale absolument magistrale. Cet accent radio vintage, cette diction parfaite, ces intonations théâtrales. Alastor sonne comme l'un des personnages d'une autre époque. Quand il parle, on a l'impression d'écouter une émission de radio des années 30. C'est d'une cohérence esthétique totale, visuelle, sonore, comportementale. Et ça crée ce qu'on appelle un pactage charismatique complet. Chaque élément de son personnage travaille ensemble pour créer une aura irrésistible. Ok, ça ne t'a pas suffi? Allons plus en profondeur. Pourquoi sommes-nous attirés par Alastor alors qu'il représente littéralement tout ce qu'on devrait fuir? Eh bah premièrement, figure-toi que c'est un effet très connu de la gente féminine. L'effet Bad Boy. La psychologie nous dit que nous sommes naturellement attirés par tout ce qui nous semble interdit, voire dangereux. Et ça marche plus sur les filles, c'est pas moi qui le dis, c'est la psychologie. Alastor incarne le danger ultime, mais dans un contexte sécurisé, la fiction, ce qui nous permet d'explorer cette attraction sans risque réel. Et si tu as vu ma vidéo sur les psychopathes dont je t'ai parlé plus tôt, tu sais, encore une fois, de quoi je veux te parler. Ensuite, Alastor représente une forme de pouvoir absolu. Il n'a peur de rien, ne se soucie de l'opinion de personne, fait exactement ce qu'il veut. Dans notre société où beaucoup se sentent impuissants, Alastor incarne une liberté totale que beaucoup envient secrètement. Puis, il y a aussi cette sorte de syndrome de Stockholm narratif. Plus on passe du temps avec Alastor à l'écran, plus on s'habitue à lui, et plus on commence à rationaliser ses actions. Certes, il tue des gens, mais il est poli. Certes, il manipule Charlie, mais il protège l'hôtel. Et enfin, il y a l'aspect rédemption possible. Hazbin Hotel étant une série centrée sur la rédemption, une partie de nous espère sincèrement qu'Alastor pourra changer. Cette possibilité, même infime, nous donne envie de sauver le personnage. Alastor est devenu bien plus qu'un personnage, c'est un phénomène culturel. Sur TikTok, les vidéos avec le hashtag Alastor cumulent des millions de vues.
Les fanarts sur Pinterest explosent sur toutes les plateformes. Pourquoi cette explosion? Parce qu'Alastor coche toutes les cases de la viralité moderne. Il est quotable, ses répliques sont mémorables et facilement détournables en mème. Il est shapeable, son ambiguïté permet aux fans de l'associer romantiquement à eux, voire à n'importe quel autre personnage. C'est l'effet bad boy évoqué plus haut. Et il est même relatable dans sa sophistication, car dans un monde de plus en plus vulgaire, sa politesse exquise résonne. Ce qui fait que cette viralité crée un cercle vertueux et non vicieux positif. Plus Alastor est populaire, plus il attire de nouveaux fans qui découvrent Hazbin Hotel pour lui, ce qui renforce sa popularité. Pour les fans casuals, Alastor est cool, stylé, charismatique. Pour les fans investis, c'est un puzzle psychologique fascinant à décrypter. Et pour les analystes comme moi, c'est une étude de cas parfaite sur les attractions pour les anti-héros. Alastor n'est jamais trop présent, ce qui maintient son mystère, mais assez pour marquer chaque scène où il apparaît. C'est un exemple parfait de gestion d'apparition d'un personnage. Chaque élément nous donne des indices sur Alastor, mais jamais suffisamment assez pour lever complètement le voile. Cette frustration contrôlée nous maintient en aliénation. En définitif, Alastor nous plaît parce qu'il nous ressemble. Complexe, contradictoire et capable du meilleur comme du pire. La seule différence, c'est qu'il assume pleinement sa nature, et cette honnêteté brutale, paradoxalement, nous séduit. Vivzy Pop a créé plus qu'un personnage. Elle a créé un archétype moderne du mal séduisant. Et vous, qu'avez-vous pensé du démon de la radio? Dites-le moi dans les commentaires, ils sont là pour ça. Maintenant, vous comprenez ce que ça signifie vraiment. Il est le pire au sens moral. Un tueur en série narcissique qui se délecte de la souffrance. Il est le pire au sens social. Il perpétue des stéréotypes problématiques qui ont une histoire raciste. Et il est le pire au sens philosophique. Il rejette l'idée même de la rédemption au cœur de la série. Mais c'est exactement ça qui fait que c'est le meilleur personnage de l'œuvre. Alors, en revenant à notre phrase initiale, comprenez maintenant quand je vous dis qu'Alastor est le pire personnage d'Hazbin Hotel. Et pour ce qui est du reste, n'hésite pas à exprimer ton opinion ou à dire ce que tu en as pensé de la vidéo dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici sur Otascrim, j'ai dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Et si le cœur t'en dit, abonne-toi à cette chaîne ou à mes autres chaînes que tu trouveras en description en fonction des thématiques qui t'intéressent, entre les histoires complètes de tes fictions préférées sur Aramis Crime, de la culture générale et de la critique sociale sur Curious Crime, le gaming et plein d'autres thématiques encore. Et suis-moi aussi sur mes réseaux sociaux, lien en description ou sur la page d'accueil de mon profil. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.